Bonjour à tous et bienvenue dans Santé Plus, consacré aujourd'hui aux personnes immunodéprimées et au virus. Avec nous, bien sûr, bonjour Bernard Volker et professeur Pialou, chef de service des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon, à PHP à Paris. Nous aurons aussi tout à l'heure une petite interview d'un jeune homme, Ahmad Yatim, qui est dermatologue et qui est également chercheur spécialisé en immunologie. Donc aujourd'hui, on parle des virus, professeur. Il y en a des nouveaux, comme effectivement celui du Covid-19, et d'anciens, qui ont plus de 20 ans, 30 ans, 40 ans, comme le virus du VIH. Pourquoi certaines personnes sont infectées par ces virus et d'autres non ? Disons que le point commun qu'on peut expliquer entre les virus, il faut déjà avoir un mode d'exposition, c'est-à-dire ne pas être protégé. Dans le cas du Covid, c'est les mesures barrières, la vaccination, bientôt on espère les traitements. Dans le cas du VIH, on a des outils. Vous savez, il y a un parallèle, c'est bien de commencer comme ça par les différents virus, parce qu'il y a un parallèle qui est notamment que pour les deux, le VIH et le virus du Covid-19, on a besoin de prévention combinée. C'est l'histoire du sida qui a expliqué la prévention combinée. C'est-à-dire, en fait, le modèle qui parle à tout le monde, c'est la sécurité routière. C'est-à-dire que c'est la ceinture de sécurité, plus l'airbag, plus la limitation de vitesse, etc. Pour le VIH, c'est pareil. On a besoin du préservatif quand on en a l'usage. Le traitement est un outil de prévention. On a besoin du dépistage. Ça, c'est de la prévention combinée. Le problème, c'est qu'on n'a pas tiré la leçon du sida pour le Covid, où on veut oublier, par exemple, le dépistage parce qu'il y a la vaccination, ou oublier les gestes barrières parce qu'il y a la vaccination. Donc, évidemment, on a besoin d'un arsenal de prévention combinée. Et ça limite les circulations des virus. Alors, professeur, vous êtes chef de service dans un grand hôpital à Paris, des maladies infectieuses. Quelle est la situation à l'hôpital en ce moment ? Quelle est votre principale préoccupation ? Bon, déjà, la situation est assez confuse parce que la 5e vague en France est effectivement moins importante en termes d'hospitalisation et de passage en réanimation que ce qu'on a connu précédemment. Mais comme vous le savez, on a une incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas qui est extrêmement important puisqu'il a dépassé les deux dernières vagues. Omicron ? Pas encore pour Omicron, on est toujours encore dans le Delta. L'Omicron arrive et effectivement, c'est une préoccupation de plus. Mais ce qui se passe à l'hôpital public en ce moment, très concrètement, c'est que les autres malades sont là. Il y a quand même, la moitié de mon service, par exemple, est occupée par des malades du Covid. Et puis, il y a une pression très forte liée au fait que dans les hôpitaux publics en France, il manque de personnel. Donc, cette conjonction des trois événements fait qu'on n'a pas besoin, en tout cas en France, d'avoir une vague très forte pour emporter l'hôpital public. Voilà la situation. Donc on est particulièrement, à la fois, les soignants sont épuisés, et à la fois, on est préoccupé par les mois qui viennent, enfin les semaines qui viennent. C'est pour ça qu'il faut rester vigilant, effectivement, faire attention aux gestes barrières. C'est bien pour ça que vous portez, votre masque sur le plateau. Alors, je ne le porte pas seulement par rapport à vous, je le porte aussi parce que c'est un message, de pédagogie, et qu'il ne faut pas abandonner les gestes barrières. C'est surtout en ce moment, comme l'a dit Bernard, sur la progression de Omicron, qui a une très forte transmissibilité. Et donc, on a besoin de conjuguer les deux. Et on sait en plus que, dans le cadre de Covid-19, le vaccin n'empêche pas totalement la circulation du virus. Donc, effectivement, on peut être aussi contaminé par une personne vaccinée. Alors, on dit qu'en Afrique, les taux d'infection par le ou la Covid-19 ne sont pas aussi élevés que dans d'autres pays. C'est ce que révèle l'ONU. Et pourtant, là-bas, les populations n'ont pas un accès facile au vaccin. Comment expliquez-vous, s'agit-il de défauts de statistiques ou s'agit-il d'une immunité naturelle là-bas ? Il y a plusieurs éléments qui expliquent, et il faut être très prudent pour interpréter pourquoi l'Afrique est moins touchée que le Covid-19. Il y a plusieurs éléments. Probablement qu'il y a quand même l'âge de la population qui joue concrètement, l'âge moyen de la population pour toute l'Afrique, du nord au sud. Plus jeune, oui, effectivement. Il y a quand même aussi les conditions de vie. On a souvent, par exemple, excusez-moi de revenir sur la France, mais au début de la pandémie, on a vu que, par exemple, il y avait beaucoup plus de contamination à l'est de la France qu'à l'ouest. On ne vit pas pareil dans l'est de la France et à l'ouest. Il n'y a pas les mêmes conditions climatiques, c'est un deuxième élément. Vous soulevez la question de l'immunité naturelle. Les coronavirus qui circulent depuis, depuis 2003 à peu près, puisque c'est là qu'on a découvert le SRAS, protègent pas de la Covid, en gros, l'immunité qu'on a induite. Donc ça ne doit pas être une bonne piste. Et puis il y a les conditions de promiscuité et d'aération, de vie qui sont un peu différentes, à part évidemment dans les grandes métropoles africaines. C'est probablement une conjonction d'événements. Mais d'en tirer que l'Afrique n'a pas besoin du vaccin,
Là, c'est une erreur, c'est pas ce que vous avez dit, mais ça serait une erreur de le penser, parce que l'Afrique va avoir besoin du vaccin, précisément pour éviter une circulation virale importante. Et plus la circulation virale est importante, plus il y a des variants qui sortent. Et vous avez vu qu'il y a 2 variants qui ont émergé de l'Afrique du Sud. Donc, on va y revenir, bien sûr. Mais donc, on a besoin de vacciner. Et là-dessus, il y a une hypocrisie internationale à dire, bah oui, on envoie des doses en Afrique, et qui ne correspondent pas du tout à la demande. Même si c'est compliqué, le vaccinoscepticisme en Afrique existe, il est aussi très fort, très ancré. Et on voit par exemple le taux de vaccination en Afrique du Sud qui est autour de 24-25% et qui a participé très concrètement à la création de ces 2 variants qui sont émergés d'Afrique du Sud. Justement, en Afrique du Sud, il semblerait que les personnes immunodéprimées, notamment qui ont le VIH, contractent beaucoup plus facilement le virus que les autres. Est-ce que c'est le cas ? Alors si c'est le cas, mais peut-être qu'il ne faut pas aussi caricaturer et stigmatiser. C'est-à-dire que ça avait déjà été évoqué pour le premier variant sud-africain, et ça a été réévoqué, la place des personnes vivant avec le VIH. Bon, prenons des chiffres. Il y a, certes, l'Afrique du Sud est un énorme berceau de personnes infectées avec le VIH. Il y a environ 8 millions de personnes qui vivent avec le VIH en Afrique du Sud. Et surtout, il y en a 2 millions qui ne sont pas sous traitement. Et on sait que le traitement protège et empêche la transmission du VIH. Alors de là à dire que c'est les personnes VIH qui sont responsables des variants, non. Mais une personne immunodéprimée, non traitée contre le VIH, a plus de virus, moins de système immunitaire et finalement garde en lui plus longtemps du virus. Donc effectivement, il joue un rôle, comme d'ailleurs dans certains pays du Nord, il y a eu des patients cancéreux ou des patients immunodéprimés pour d'autres causes, en Angleterre, qui ont probablement participé, mais participer n'est pas la responsabilité. C'est pas causé. Ouais, voilà. Comment expliquez-vous le nombre élevé, en particulier en France, mais dans d'autres pays aussi, en Afrique du Sud par exemple, de ce qu'on appelle les anti-vax ? Quelle peut être la motivation, pour vous, qui êtes un spécialiste des vaccins et des épidémies, de ces personnes ? J'ai un peu travaillé en son temps sur ce qu'on a appelé le négationnisme du sida, qui est assez fort en Afrique. Il faut rappeler justement qu'en Afrique du Sud, il y a eu quand même 3 présidents de l'Afrique du Sud, notamment Mbeki, là, qui était dans la négation, puisqu'il avait annoncé qu'il était président de l'Afrique du Sud, et il avait annoncé que ce n'était pas le virus qui faisait la maladie sida, mais que c'était plutôt le colonialisme, la surpopulation, enfin je ne sais pas quel autre. Et ces éléments-là, si vous voulez, ces éléments négationnistes existent partout dans le monde, mais sont très forts en Afrique. C'est la première chose. Et deuxièmement, comme vous le savez, il y a aussi un scepticisme par rapport à des pharmacopées ou à des vaccins qui arrivent des pays du Nord, des pays riches, et avec effectivement l'idée que si on recycle les molécules, et par exemple l'hydroxychloroquine a eu beaucoup de publicité dans certains pays d'Afrique francophone, alors qu'elle n'a pas prouvé son efficacité, il faut être très clair, mais parce que c'était une molécule que l'Afrique s'appropriait aussi. On l'a vu au Sénégal, on l'a vu dans d'autres pays. Donc, je dirais qu'il y a tous ces facteurs. Il faut pas être condescendant avec ces facteurs-là. C'est un peu la même situation avec les Antilles françaises. C'est-à-dire que le taux de vaccination dans certains pays, je souligne l'Afrique du Sud, mais il y en a d'autres qui ont accès aux vaccins, qui ont des taux de vaccination très faibles, est important. Et il faut en décrypter les mécanismes pour essayer d'être dans la pédagogie et je dirais... prendre chaque désinformation comme un élément qu'il faut expliquer. Et je rajouterais, si tu me permets, que j'ai fait une chronique dans l'Express là récemment, la désinformation aussi tue. C'est-à-dire que dans ces pays-là, la désinformation tue. Alors je rajoute juste un petit mot à propos de ma question, un suivi. Est-ce que vous êtes pour la vaccination obligatoire de toute la population ? Vous voulez dire en général ou en général. Je pense que ça dépend complètement des situations épidémiques, d'une part. Alors en France ? En France, on a essayé de contourner cette idée-là qui était pas réceptive, parce que la France est un pays très vaccinosceptique de culture. Mais paradoxalement, c'est celui qui a le plus de vaccins obligatoires. C'est un des pays du monde qui a le plus de vaccins, puisqu'on est à 11 vaccins obligatoires chez l'enfant. Donc c'est le paradoxe français. Donc je pense que l'obligation vaccinale, il faut le faire par corporation ou par tranche d'âge plus exposée et pas mettre toute la population, parce que ça met aussi la population dans la rue et qu'on n'a pas envie, enfin personne, qu'on soit ou pas en campagne électorale, personne n'a envie d'avoir des mouvements sociaux. Il y en a eu quand même dans certains pays, en Allemagne, etc. Et aussi d'ailleurs en Afrique. En Pays-Bas. On n'a pas envie de mettre les gens dans la rue. Donc je dirais que l'obligation vaccinale, si on peut la contourner, c'est bien, et c'est ce que fait la France.
La troisième dose, là on voit, il y a beaucoup de gens qui la font actuellement. Alors moi je dis rappel. Hein. Le rappel, pardon. Le rappel. Parce que troisième dose, les gens entendent quatrième dose, cinquième dose. Non, c'est un rappel. C'est plutôt un rappel. Justement, est-ce que ce sera un rappel tous les ans? Parce qu'on parle effectivement d'une vaccination saisonnière, un peu comme la grippe. Et donc ce que je voulais dire, c'est ce rappel. Donc c'est vrai que c'est très bien pour la France, mais l'Afrique manque cruellement de vaccins. Est-ce que sur le plan, on va dire, théorique et épidémie mondiale, il ne vaudrait pas mieux vacciner davantage de gens dans les pays moins riches que la France ou que l'Europe ou les États-Unis, et plutôt qu'avoir une piqûre de rappel? Alors, il y a deux questions dans votre question, il me semble. Hein. C'est est-ce que la troisième dose, ou le rappel, empêche les autres d'être vaccinés? Bon, là, je ne pense pas qu'on ait une géostratégie qui fait qu'on prend des doses. Il y a probablement suffisamment de doses. Le problème, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de doses pour les pays africains qui le demandent. Dans le monde, il y a 143 pays qui n'ont pas 10% de leur population qui est vaccinée. Donc, tant qu'on ne réglera pas ça au niveau international, on n'arrivera pas. Et pour l'histoire du rappel annuel, on espère qu'on va être dans quelque chose de plus calme. Ça serait une bonne nouvelle. Ça voudrait dire qu'on a un virus qui circule, qu'on le maîtrise et qu'effectivement, il suffit d'adapter, comme on le fait pour la grippe, d'adapter le rappel annuel au variant qui est prédominant ou à ce qu'on imagine être le variant prédominant. Mais pour l'instant, on court après les vagues. Donc, on n'en est pas encore là. Et pour éviter justement cette propagation en France, on va vacciner maintenant les enfants aussi, les plus petits. Vacciner les enfants, je crois qu'on y est. Hein. Le ministre de la Santé français l'a annoncé. On y est pour trois raisons. La première, c'est qu'on a laissé circuler le virus chez les enfants. Et contrairement à ce qu'on a dit au début venant de Chine, les enfants sont un lieu de circulation du virus dans le monde très important, d'autant plus important qu'ils ne sont pas vaccinés. Parce que le virus va évidemment pas vers les gens qui ne sont pas vaccinés, car ça circule beaucoup plus facilement. Et troisièmement, on voit bien qu'avec ce variant actuel, on a, avec le variant Delta, on a, et ça sera probablement pire avec Omicron, besoin d'augmenter le niveau de ce qu'on appelle la vaccination en population, l'immunité globale. On a besoin d'augmenter le niveau. C'est-à-dire qu'on a besoin probablement qu'il y ait plus de 90% de la population qui soit vaccinée. Vous prenez la rougeole, par exemple, qui est le virus le plus transmissible au monde. Il faut que 95% de la population soit immunisée pour que les 5% qui ne le sont pas soient protégés. C'est pour ça que dans la plupart des pays, la vaccination contre la rougeole est obligatoire. Ouais. Qu'attendez-vous des traitements antiviraux qui sont annoncés? Alors, dont un vient d'être d'ailleurs retoqué par les autorités européennes. Le molnupiravir. Oui, parce que les résultats, semble-t-il, n'étaient pas ceux qu'on nous... on attend beaucoup parce que le traitement va participer à la régulation de cette pandémie. D'une part, en plus de sauver des vies, hein, bien sûr, en plus de la thérapeutique. Parce que dans tous les modèles d'infection virale, vous rappeliez le VIH, quand vous écrasez la quantité de virus qu'il y a dans le sang, la charge virale, ou dans le corps, dans la charge virale, vous diminuez la transmission. Donc on attend évidemment un bénéfice, on attend évidemment qu'il y ait moins de passages en réanimation, un traitement précoce, ce qu'on puisse administrer dans les premiers jours, en ville, sur les formes pas graves, parce que les formes graves, on sait à peu près les prendre en charge, mais tous les gens qui ont des formes mineures et qui sont en ville auront besoin de ces traitements s'ils sont accessibles, s'ils sont bien sûr sécurisés sur le plan de la tolérance, et puis il y a la question du prix aussi. Mais on attend beaucoup de ces traitements-là, parce que comme vous l'avez vu, pour l'instant, on a parlé surtout vaccination, mesures barrières, dépistage. On attend le maillon de plus pour le traitement et la prévention, et qui sont les molécules directement actives sur la réplication du virus. Et qui soient effectivement diffusées dans les pays du Sud et adaptables au prix, en tout cas à la bourse des personnes qui y vivent. Hein. Donc moins cher et qui ait des licences effectivement pour ces pays-là. Bien sûr. Mais là, on revient au modèle du sida. Hein. Vous avez vu combien d'années il a fallu pour que les licences soient cassées, pour qu'il y ait une accessibilité facile aux génériqueurs, que ce soit les génériqueurs venus d'Inde ou même les génériqueurs de certains pays africains. On l'a vu ensuite que c'était compliqué pour le traitement de l'hépatite C. Et il faudra évidemment qu'il y ait à la fois une prise de décision internationale forte pour la mise à disposition de ces traitements au nord comme au sud, et puis évidemment la question de l'accès et des brevets. Bien sûr que c'est une question centrale. Alors à votre avis, la Covid, elle est là pour rester ad vitam aeternam, comme la grippe, le sida et tout ça?
Personne ne peut dire ad vitam aeternam, mais c'est vrai que là, on est dans une situation où on ne voit pas très bien par quelle voie ça s'échapperait. Après, ça peut se réguler par deux façons. C'est qu'effectivement, on ait la conjonction d'un vaccin efficace et d'un traitement efficace qui va permettre de contenir, dans les pays qui ont accès à ces deux molécules, la circulation du virus. Et puis après, il y a la chance, hein, c'est un peu l'application des théories de Darwin, c'est-à-dire que de temps en temps, le virus, à force de s'adapter, il se met les pieds dans le tapis, si on peut dire, c'est-à-dire qu'il devient moins agressif. Je sais qu'on dit ça d'Omicron, moi pour l'instant j'attends de voir les données, mais c'est vrai qu'à force de muter, il devient moins pathogène, c'est une possibilité. Mais je crois plus à la première voie d'échappement, c'est-à-dire un contrôle par les populations, par les mesures barrières. Je pense que les pays du Nord, notamment, doivent avoir une culture à l'asiatique du masque et ne pas jeter le masque. Vous savez, je vais vous donner une anecdote. Oui. J'ai un patient que je suis, qu'importe sa pathologie, pour une maladie chronique, et il s'occupe de la sécurité dans un grand musée parisien, public. Il m'expliquait que depuis 2 mois, ils ont 5 fois moins de commandes de solutions hydroalcooliques, premièrement. Et il m'expliquait aussi qu'ils n'arrêtent pas de voir des gens qui ont des faux passes sanitaires. Soit parce que vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que si les populations ne comprennent pas qu'ils doivent participer au contrôle global et pas seulement à leur propre santé, on n'y arrivera pas, ça c'est sûr. Et quand vous dites atténuation du variant, il y a quand même aussi peut-être une possibilité que subitement un variant soit beaucoup plus dangereux. Ça c'est la version, c'est la version péjorative. Effectivement, c'est pour ça que je pense qu'il y a une irresponsabilité politique de certains politiques, mais aussi de certains chroniqueurs ou experts qui disent mais non, mais laissons faire l'immunité, laissons les enfants se contaminer, jouer au bac à sable, etc. C'est irresponsable parce que plus vous laissez le virus circuler, on le sait, plus le virus circule, plus il y a de variants. Donc c'est assez simple. Et plus il y a de variants, plus il y a de risques, comme vous le dites très justement, d'avoir un variant qui lui devient plus agressif. Et on l'a vu en plus, certaines personnes, à commencer même par les enfants, souffrent de Covid long, donc n'arrivent pas à sortir de la maladie. Donc effectivement, il vaut mieux effectivement l'endiguer et la ralentir plutôt que de l'attraper. Sur les enfants, il y a probablement un enjeu idéologique. C'est devenu un enjeu idéologique. C'est-à-dire que les gens oublient la science. J'étais dans une réunion avec des pédopsychiatres il n'y a pas longtemps. Il y a plein de données qui circulent. Il n'y a pas que le Covid long. Hein. Le Covid long, c'est compliqué parce qu'on ne sait pas très bien la définition. Donc on peut y mettre ce qu'on veut dedans. Effectivement, les enfants, M. Fauci et M. Covid disaient qu'il y avait 3 à 7% des enfants qui feraient le Covid long. Donc je ne vois pas pourquoi lui dirait ça et que ça ne serait pas applicable à l'Europe ou à d'autres pays. Ça, c'est la première chose. Et puis les enfants, ils sont traumatisés par le Covid, mais pas seulement par les masques et par la fermeture des écoles. Il y a des études très bien faites en Angleterre qui montrent qu'un tiers des enfants ont peur d'attraper le virus. Et que 25% d'entre eux ont peur de le transmettre à quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, et je le sais parce que dans les personnes qu'on voit en hospitalisation, souvent, la première vague, ils étaient contaminés plutôt par les aidants, c'était des personnes âgées. Là, on voit quand même des personnes jeunes qui sont souvent contaminées par les enfants. Et quand l'enfant se trouve au centre du cluster familial, c'est extrêmement culpabilisant. Et ça, on en parle très peu de ça. On parle que effectivement, que l'apprentissage est moins facile avec un masque, que c'est difficile pour les enfants d'avoir des écoles fermées, que c'est très bien que la France ait moins fermé les écoles. Mais il ne faut pas non plus en faire une fixation. Il y a d'autres souffrances que cette crise Covid impulse aux enfants. Alors, selon un rapport des Nations Unies, l'incidence du VIH chez les adultes a diminué de près de moitié en Afrique subsaharienne entre 2010 et 2019. Comment cela s'explique-t-il ? Alors, ça s'explique par ce que je vous disais un petit peu sur la prévention combinée, c'est que d'abord, il y a eu l'augmentation de l'accès au traitement en Afrique, pour les raisons qu'on a déjà discutées un petit peu, avec plusieurs façons, le Fonds mondial et d'autres, les génériqueurs. Donc, en ayant une population plus traitée, on a diminué les contaminations. Donc ça, c'est l'effet, ce qu'on appelle TASP, Traitement as Prevention, le traitement comme outil de prévention. Donc ça, c'est un élément important. Après, il y a eu tout ce qui a été fait aussi sur les femmes, et notamment sur les femmes qui attendent un enfant, donc avec du dépistage précoce, de la prévention. Et puis, il y a eu aussi des campagnes de prévention adaptées, mais je crois que le poids le plus important a été l'accès au traitement. On voit que la recherche avance sur les virus, notamment donc le VIH et également les personnes qui réagissent au virus comme le Covid-19. Et un jeune chercheur, Ahmad Yatim, qui est à la fois dermatologue et chercheur en immunologie, vient d'avoir le prix Bettencourt-Schuller pour les jeunes chercheurs. Et il va nous faire part de ses recherches et sur quoi il travaille pour le futur.
Le projet qui a été récompensé par le prix Bettencourt pour les jeunes chercheurs est né d'une observation clinique intrigante. Donc, depuis le début de la pandémie au Covid-19, on a observé dans les services de dermatologie un nombre tout à fait inhabituel de patients qui présentent des lésions inflammatoires au niveau des orteils qui ressemblent beaucoup à des engelures. Leur histoire est souvent très similaire. Donc, ils ont, pour la grande majorité, eu un contact rapproché avec une personne infectée environ 2 semaines avant l'apparition des lésions. Dans la plupart des cas, c'est une autre personne de leur foyer qui était contaminée. Par contre, malgré cette exposition, ils ne présentent pas de signes d'infection, donc les PCR sont négatifs et les sérologies vont rester négatives. Donc notre hypothèse, c'est que ces patients présentent une résistance à l'infection et que les engelures sont un signe de cette résistance. Ce qu'on a pu observer, ainsi que d'autres groupes, c'est qu'au moment de l'apparition des engelures, les patients présentaient à la fois dans le sang et dans les lésions, des taux très élevés d'interféron, qui est une petite molécule avec des importantes capacités de bloquer le virus. On a également observé que quand on prend leurs cellules et qu'on les expose in vitro au laboratoire au virus, leurs cellules ont des capacités très importantes de reconnaître le virus et de produire cet interféron qui leur permet de bloquer la réplication du virus. Donc certaines personnes présentent une immunité innée ou naturelle via cet interféron qui leur permet de se débarrasser très rapidement du virus et donc les rendre résistantes à l'infection. Oui, et les engelures sont en quelque sorte un dommage collatéral de cette immunité innée qui est très robuste. Nous n'avons aucune personne qui est d'origine afro-américaine dans les études, et d'ailleurs les Américains ont pu montrer que ce symptôme-là, les engelures, est beaucoup moins fréquent au sein des populations d'origine africaine ou les patients afro-américains. L'objectif est dans un premier temps de comprendre pourquoi certaines personnes ont ces capacités exceptionnelles d'induire des réponses innées très robustes, et dans un deuxième temps de pouvoir s'en inspirer pour développer des stratégies antivirales alternatives et complémentaires, donc complémentaires aux antiviraux qui vont bientôt arriver. Donc les antiviraux ciblent directement le virus pour inhiber sa réplication. Et nous, ce qu'on voudrait s'inspirer de ce qui se passe chez ces individus-là pour développer des techniques qui stimulent les réponses innées pour qu'elles luttent contre le virus. Donc, ce serait des outils complémentaires aux antirétroviraux qui vont bientôt arriver. Professeur, on voit que la recherche avance sur les virus. Quels sont les traitements d'avenir dans le VIH ? Alors, les traitements d'avenir, aux proches ou aux plus lointains, vont des formes injectables. Vous savez qu'en Afrique, par exemple, c'est une des contraceptions les plus prisées par l'injection intramusculaire, qui arrive là en France dans les jours qui viennent, de décembre. Des injections donc, de 2 molécules, une injection dans chaque fesse tous les 2 mois. Alors après, il y a le problème de l'accessibilité, on revient à la question de tout à l'heure pour les autres pays, mais c'est quand même un plus pour tout un tas de personnes qui ont besoin d'avoir un traitement discret, qui font des allers-retours, par exemple, je pense notamment aux personnes africaines qui sont suivies en France et qui partent 2 mois au pays, ils sont couverts par les traitements sans avoir obligé de prendre des traitements par rapport à la discrétion, et puis au fait que ça leur rappelle en permanence la séropositivité. Plus loin après, on aura des traitements comprimés 1 fois par mois, qui sont en voie de développement. Et il y a une autre voie un peu plus futuriste, mais qui est très intéressante et qui rejoint aussi la contraception, c'est les implants sous-cutanés, où là, cette fois-ci, on est déjà dans des phases 3, donc dans des essais d'efficacité sur des milliers de personnes, avec des implants où il y a un antirétroviral qui est diffusé comme ça sur 1 an, on change ça tous les ans. Donc il y a quand même une recherche qui pousse vers des galéniques, enfin des formes de traitement plus simples et plus adaptées aux personnes vivant avec le VIH. Merci beaucoup, professeur Pialou, d'avoir accepté de nous livrer vos lumières, vos connaissances sur ces maladies infectieuses. Et je pense, si vous le voulez bien, nous aurons dans quelques mois l'occasion de refaire une fois le point sur une situation qui va continuer à évoluer. Merci beaucoup, Christine, et merci à vous d'avoir suivi cette émission, et à bientôt.